Merci Hassan. Bien, c'est à moi qu'échoit le redoutable rôle d'essayer de vous maintenir éveillé après le repas. On a beaucoup parlé de production ce matin. Je vous propose d'aborder un autre thème qui n'est pas moins important, et c'est même celui, à mon sens, par lequel tout commence. C'est la problématique du marché. Et l'idée est de vous montrer quelles sont aujourd'hui les grandes tendances du marché mondial des agrumes. L'intervention aura trois parties. Tout d'abord, très brièvement, on commentera les généralités sur le marché mondial des agrumes en 4 slides, histoire de vous redonner et de redonner à ceux qui évoluent peut-être peu dans la sphère commerciale quelques basiques au sujet du marché commercial, du marché mondial, pardon. Ensuite, nous explorerons quels sont les challenges, et en particulier les nouveaux challenges de l'agrumiculture aujourd'hui et du commerce mondial. Et ensuite, on fera un focus sur les grandes spécialités marocaines à l'export, à savoir les petits agrumes et l'orange. Sans plus tarder, commençons donc par cette première partie générale où vous allez voir que l'on parle effectivement, quand on parle d'agrumes, d'un marché qui est colossal en termes de volume, mais qui malheureusement, en termes de dynamique, a tendance à s'assoupir. Tout d'abord, quelle est la place du commerce mondial citricole dans le commerce fruitier mondial ? Globalement, selon le DAREGNI, les derniers chiffres dont on dispose, ce 2022-2023, le commerce fruitier mondial, c'est à peu près 70 millions de tonnes. Les agrumes représentent à peu près 15 millions sur ces 70 millions de tonnes, soit un petit peu moins d'un quart, 22% du total. Ils viennent en deuxième position, juste après la banane et avant les fruits à pépins, c'est-à-dire les pommes, les poires et les fruits exotiques. Il est intéressant de constater que si vous ajoutez bananes et agrumes, vous avez pratiquement 50% des volumes de fruits échangés de par le monde. Si on fait un petit peu le scope sur les agrumes en particulier, les agrumes par famille, vous le voyez, on a deux très grandes familles. Tout d'abord, les oranges, un peu plus de 6 millions de tonnes, c'est pratiquement 10% du commerce mondial. Les petits agrumes, un peu moins de 5 millions de tonnes, 7% du commerce mondial. Et puis, avec des volumes un peu plus limités, mais en croissance ces dernières années, vous le verrez, le citron et ses 2,3 millions de tonnes, et un marché qui est fortement en baisse, on peut même parler d'un marché en perdition, qui est celui du pomelo, qui ne pèse plus aujourd'hui qu'un demi-million de tonnes. Si on regarde maintenant ce commerce mondial en le divisant entre commerce mondial durant la période automne-hiver, c'est-à-dire celle qui nous intéresse, nous, dans l'hémisphère nord, et celle relative à l'hémisphère sud, donc là, essentiellement, effectivement, des volumes qui viennent d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud, le commerce des agrumes d'hiver reste largement dominant, vous le voyez. La consommation d'agrumes reste très fortement saisonnalisée et liée à la période d'automne-hiver, puisque l'on a pratiquement 11 millions, un peu plus de 11 millions de ces 15 millions de tonnes d'agrumes qui sont commercialisés, qui le sont par les origines de l'hémisphère nord durant la période d'automne-hiver. C'est à peu près 16% du commerce fruitier mondial et pratiquement les 3/4 du commerce mondial des agrumes frais au total. Vous le voyez, on est proche de ce pourcentage-là, 3/4 pour les oranges et les petits agrumes. On l'est un petit peu moins, la dominance du marché d'hiver est un peu moins prononcée pour le citron. C'est logique, le citron est un produit beaucoup moins saisonnier, c'est un produit qui est plus utilisé comme un ingrédient. Et de manière plus surprenante, on voit que le pomelo, lui, est largement consommé en été, enfin plus largement consommé que les autres agrumes en été. C'est lié aux mutations qu'on a eues récemment sur le marché du pomelo, avec la disparition notamment pendant la saison d'hiver d'origine très qualitative comme la Floride. Aujourd'hui, le pomelo très qualitatif, il vient d'Afrique du Sud durant la saison estivale. Deuxième petite présentation sur ces généralités autour du marché mondial citricole. Quels sont les grands acteurs au niveau de la production ? Donc vous le voyez, on parlait d'un commerce mondial de 15 millions de tonnes. Là-dessus, on a à peu près, en termes de production, 145 millions de tonnes, si on ne compte pas la lime ni les autres agrumes. La lime est aujourd'hui un marché important et une production importante, il faut le savoir. C'est pratiquement 1 million de tonnes commercialisées, la lime. En termes de pays producteurs, vous le voyez, on a 3 géants. La Chine qui domine très très largement, plus de 35 millions de tonnes. Le Brésil, 13 millions de tonnes. L'Inde, 12 millions de tonnes. On a ensuite 4 origines qui sont dans la frange entre 5 et 6.
Et on commence à voir là les premières origines méditerranéennes, avec l'Espagne, 6 millions de tonnes, la Turquie aussi, 6 millions de tonnes. Le Maroc se place, tout au moins sur cette année, je crois que j'ai pris en référence la période 2023-2024, en 13e position avec 1,9 million de tonnes. En termes de région, l'Asie fait 45% de cette production mondiale, à peu près les 2/3, 45%, 66 millions de tonnes. L'Amérique nord et sud fait à peu près 25%, 36 millions de tonnes. La Méditerranée, 19% avec 28 millions de tonnes. Et ensuite l'Afrique avec un peu moins de 12 millions de tonnes, 8%. Ce qu'il est très intéressant de voir, c'est que l'on a une spécialisation géographique par débouché. Si vous voyez sur ce graphique qui représente sur l'axe des X la part de la production qui est dédiée à l'exportation, et sur l'axe des Y la part de la production qui est dédiée à la transformation, vous voyez clairement de grosses spécialisations. Tout d'abord, l'Asie, vous le voyez, n'exporte pratiquement pas, à l'exception de la Chine, qui exporte environ 1 million de tonnes sur les marchés voisins d'Asie. Elle transforme aussi très peu, comme vous pouvez le voir. On est dans une situation qui est totalement différente pour l'Amérique. Pour les Amériques, vous le voyez, c'est la sphère rouge. Les Amériques transforment largement leur production citricole. Les Amériques contrôlent à peu près 70% de la production mondiale de jus de citron, 82% de la production mondiale de jus d'orange. La Méditerranée, sur une trajectoire totalement inverse, vous le voyez, c'est la sphère verte. On est sur une spécialisation très nette à l'export. 56% des exportations mondiales de citron viennent de Méditerranée, 60% de celles de pomelo et d'orange et 65% de celles de petits agrumes. L'Afrique est dans une position qui est complètement hybride et quelque part complètement fausse. La moyenne fausse tout pour l'Afrique, puisqu'en fait, on a d'une part l'Afrique du Sud qui, elle, dédie pratiquement les 2/3 de sa production à l'export, donc qui serait effectivement presque hors du graphique, et tout le reste de l'Afrique qui est dans une situation assez similaire à celle de l'Asie, à savoir une autoconsommation largement dominante. Avec donc pour principaux acteurs du marché des agrumes frais, la Méditerranée en hiver et l'Afrique du Sud évidemment en été. Regardons un petit peu maintenant la dynamique de nos marchés fruitiers et en particulier la dynamique des marchés citricoles. Vous avez sur ce graphique, sur l'axe des X, l'importance du marché en millions de tonnes. Et vous avez sur l'axe des Y la croissance annuelle calculée sur une période de 10 ans, en l'occurrence les 10 dernières années. Vous le voyez, les agrumes sont les deux seuls grands marchés, on en a parlé avec la banane, mais avec une dynamique de croissance qui est très limitée. On a sur les 10 dernières années une croissance annuelle de l'ordre de 1,1%. C'est tout juste au niveau de la moyenne du secteur et c'est bien moins, par exemple, que la banane qui, malgré le fait d'être un énorme produit, continue à croître à près de 2% par an. On est aussi bien loin, comme vous le voyez, d'autres familles fruitières qui, elles, gardent une dynamique de croissance qui est extrêmement forte. Regardez par exemple la place de l'avocat parmi les exotiques. Les exotiques en global croissent de près de 5% par an. Pour l'avocat, on est pratiquement à 10% de croissance annuelle, 9% sur les 10 dernières années. La mangue est à plus de 3%. On retrouve aussi des familles fruitières extrêmement dynamiques si l'on regarde le monde des baies, avec en particulier les myrtilles, avec un niveau de croissance de l'ordre là aussi de 10% par an, un petit peu moins de 9% en fait, sur un marché qui en revanche est relativement limité encore aujourd'hui en termes de volume. Si l'on regarde un peu maintenant famille d'agrumes par famille d'agrumes, on voit que l'on a des différences qui sont extrêmement fortes. Notre leader, le marché de l'orange, est pratiquement stabilisé. Vous le voyez, sur les 10 dernières années, on a cru de seulement 0,3%. Les petits agrumes, on est sur une croissance qui est un peu supérieure à la moyenne, sans être spectaculaire, un peu moins de 2% par an. Et de manière extrêmement particulière, à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, la famille d'agrumes qui a assuré la plus forte dynamique au marché ces dernières années, c'est le citron, avec près de 4% de croissance par an. Le pomelo, comme je vous en parlais, est pratiquement une cause perdue. On a eu une décroissance, cette fois-ci, de pratiquement 4% par an sur les 10 dernières années. Une dernière petite slide par rapport à ces généralités sur le marché mondial des agrumes, c'est de revenir un peu plus précisément sur la croissance
ces toutes dernières saisons, croissance du commerce mondial de l'hémisphère nord et du commerce mondial de l'hémisphère sud. Vous le voyez, sur l'hémisphère nord, on a pratiquement plus de croissance, où on est vraiment très proche de 10 millions de tonnes depuis, entre 10 et 11, depuis une très longue période. La croissance est vraiment extrêmement limitée. Ce qui donnait encore un peu de croissance au marché mondial citricole, c'était l'hémisphère sud, mais vous le voyez, depuis 2021-2022, la dynamique des échanges d'agrumes frais en provenance de l'hémisphère sud, elle aussi nettement atténuée. Je vous propose maintenant de venir sur des généralités autour des challenges, des principaux challenges auxquels est confronté le commerce citricole et d'une manière générale un peu tout le commerce fruitier ces dernières années. Et on va en particulier mettre l'accent sur un mot-clé qui est le mot incertain. Tout d'abord, je vous invite à regarder un petit peu ce graphique qui représente l'évolution de nos échanges fruitiers mondiaux, toutes familles de fruits confondues. Vous avez là aussi bien les agrumes que la banane, le raisin, les fruits à pépins et autres. Et vous le voyez qu'on a réellement une période de rupture à partir de l'année 2022. Concrètement, jusqu'en 2022, on avait une dynamique de croissance extrêmement stable et régulière de l'ordre de 1,5 million de tonnes par an. Depuis 2022, la tendance est complètement différente puisqu'on perd 1,5 million de tonnes par an. Et on peut réellement se poser la question autour de l'impact du changement climatique et du rôle que joue le changement climatique dans cette baisse extrêmement forte du commerce fruitier mondial. On voit qu'effectivement tous les fruits ont été affectés, aussi bien les agrumes, les bananes, les mangues, et si l'on analyse un peu les prix, on voit que ce n'est pas un problème de demande. Si le commerce a fléchi, c'est uniquement du fait d'un manque de disponibilité. On a eu des prix qui, en parallèle, ont eu tendance à croître de manière très nette. Si on pousse un petit peu plus loin la réflexion, que l'on essaye de se concentrer sur les agrumes de Méditerranée, j'ai sélectionné un panel d'origine que je pensais, jusqu'à voir les données du recensement marocain, relativement stable en termes de superficie de verger. Mais enfin bon, c'est le petit bémol par rapport à ma présentation. Donc Espagne, Maroc, Tunisie et Grèce. Vous voyez que là aussi, depuis 3 saisons, on est réellement dans un contexte complètement différent. Regardez la moyenne de 2014 à 2015, de 2014-2015 jusqu'à 2021-2022. On était autour de 11 millions de tonnes. Sur ces 3 dernières années, 9,1, 9,7, 9,8. Donc réellement, quelque chose d'atypique, et même sur les années d'alternance positive, on est dans des niveaux de production qui sont parmi les plus bas jamais enregistrés. Le changement climatique ne fait pas que d'affecter directement les rendements. Il a aussi un gros impact, et je pense que c'est important de le noter, autour de la problématique de maladies et de ravageurs. Le raccourcissement de la période de froid hivernal raccourcit évidemment la période de diapause, c'est-à-dire la période durant laquelle tous les ravageurs ne se reproduisent plus. On a donc une augmentation qui est très nette de la pression sanitaire. On le voit de manière assez claire, notamment autour de la mouche méditerranéenne ou du cotonnette, mouche méditerranéenne dans l'Est méditerranéen, cotonnette notamment en Espagne. Alors qu'en parallèle, on est de moins en moins armé pour lutter contre ces problématiques de ravageurs, puisque les législations autour de tout ce qui sont produits sanitaires, usages, MRL et autres, sont de plus en plus contraignantes. L'autre risque, et ça je pense que c'est un risque qui est particulièrement important, et on voit au programme de ces journées que vous l'avez très bien intégré, et je pense que c'est important de le souligner, c'est évidemment la menace du greening. Ces températures plus clémentes sont favorables à la propagation, notamment propagation de maladies invasives, et je pense qu'il est très important de parler du greening. Le greening, certes, aujourd'hui, on le voit loin, on le voit comme une problématique sur l'Amérique latine, sur l'Amérique du Nord, mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, Diaphorina citri, donc le vecteur du greening, le vecteur qui porte la bactérie, a été détecté en Israël en 2022. Il a été détecté à Chypre en 2023, en septembre 2023, donc la menace est proche. Et cette menace, pour la matérialiser, je vous ai ajouté ce petit graphique qui représente l'évolution de la production floridienne d'oranges et de petits agrumes. Le greening est entré en Floride en 2005. Comme vous le voyez au niveau de la production, entre 2005 et aujourd'hui, la production d'oranges de Floride
est tombé de 9 millions de tonnes à 600 millions de tonnes. Il ne manque pas un zéro, c'est bien les chiffres, hein. Pour le pomelo, on était à 1,7 million de tonnes, on est tombé à 60 millions de tonnes. Donc je pense, 60 000 tonnes, pardon. Donc je pense qu'il est vraiment important, effectivement, que tout le monde soit extrêmement sensibilisé autour de cette problématique, qui certes, effectivement, pour les producteurs, veut dire des coûts supplémentaires et des pertes de récolte, mais vraiment l'épidémiologie, et non seulement à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle du bassin méditerranéen, et peut-être là-dessus aussi, le World Citrus Organization peut peut-être faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment un must au jour d'aujourd'hui. On va quitter un petit peu la sphère climatique, mais rester encore sur cette problématique d'incertitude. Les incertitudes, elles sont aujourd'hui politiques aussi, et je pense que c'est important de le souligner, et vous verrez que les impacts sont tout à fait directs. Directs, évidemment, dans les zones de conflit, la production a baissé, la consommation a baissé en Ukraine, la production a baissé aussi en Israël, c'est évident. Mais on a aussi d'autres conséquences au niveau de ces difficultés politiques, c'est tout simplement des problématiques d'accès au marché, en particulier des conflits qui affectent certaines zones commerciales. Et pour l'illustrer, je vous ai mis, pour illustrer parmi celles qui sont malheureusement en vigueur d'actualité aujourd'hui, celle de la crise du canal de Suez qui a coupé quelque part les exportateurs égyptiens de leur marché asiatique. Regardez les conséquences sur les exportations égyptiennes durant la saison 2023-2024, qui en plus était une saison où l'Égypte avait une très forte production. Baisse de 70 000 tonnes des exportations vers l'Afrique du fait de la problématique du canal de Suez, surpression sur les marchés d'Europe de l'Est, sur les marchés du Moyen-Orient et sur le marché communautaire, avec une offre égyptienne qui a progressé de 25%. Regardez les conséquences en termes de prix. Je vous ai mis les prix hebdomadaires de la Valencia égyptienne en bleu et le prix des variétés espagnoles. L'Égypte a entraîné, ou on pourrait même dire, a fait sombrer les prix de l'orange sur le marché communautaire cette saison 2023-2024 par faute d'accès et par quelque part réexpédition de ces volumes, des volumes qui étaient destinés à l'Asie sur d'autres marchés. Autre point qui est aussi malheureusement, lui, tout à fait d'actualité, c'est une nouvelle vision du monde, en particulier une nouvelle vision du commerce mondial d'une manière globale. On passe d'une vision qui était tout à fait libre-échangiste à une vision qui est trumpiste, c'est-à-dire mettre des barrières. Et on peut se poser évidemment la question des conséquences des tarifs douaniers qui peuvent être mis en place par les États-Unis notamment sur le commerce mondial, sur les fournisseurs du marché des États-Unis. En agrumes, les Sud-Africains par exemple exportent beaucoup de volume. Vous aussi, exportateurs marocains, avez pris des positions fortes sur les États-Unis. Quelles seront les conséquences d'éventuels tarifs? Ça peut effectivement amener à des phénomènes comme ceux que l'on a vus sur l'Égypte, à savoir un redéploiement de volumes destinés aux États-Unis vers d'autres marchés. À l'échelle mondiale, cette situation qui est réellement portée par les États-Unis et notamment la mandature Trump peut avoir des conséquences avec des rétorsions et peut-être une escalade générale des tarifs douaniers, une révision des accords commerciaux. Et on le sait, dans ce contexte, malheureusement, les produits agricoles et les agrumes sont des variables d'ajustement. Enfin, et on commence à l'observer, dans tous ces phénomènes politiques, on a de nouvelles alliances qui se créent et qui ont des conséquences sur la structure d'approvisionnement de certains marchés. Par exemple, on a assisté ces 2 dernières années à un retour en force de la Chine sur le marché russe en petits agrumes, alors que la Chine avait pratiquement disparu. Donc globalement, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête cette réorganisation potentielle des marchés mondiaux du fait de cette problématique politique. Je vais passer très rapidement sur cette slide qui est certes importante, mais je pense que tout le monde la connaît très bien. Concrètement, on est sur un autre sujet là, on est sur le sujet du profil des produits qui sont attendus sur de grands marchés, comme notamment le marché européen. Et je pense que même si effectivement on a eu des assouplissements des règles au niveau environnemental dans la dernière politique agricole commune dans l'Union européenne, il faut se rappeler que ces assouplissements ne veulent pas dire que toute la problématique et les contraintes supplémentaires au niveau environnemental vont être abandonnées.
On va rester avec une pression forte sur les produits sanitaires, phytosanitaires. On a des protections qui ont commencé à se mettre en place au niveau de la biodiversité, notamment sur des filières comme le café, le cacao ou le soja. L'empreinte carbone, on a des législations qui vont commencer à se mettre en place sur l'industrie lourde, rien sur l'agriculture pour le moment, mais je pense que le sujet reste à observer. Et évidemment, sur la consommation d'eau, là aussi, on n'a rien en agriculture, mais on voit effectivement qu'avec une réduction de plus en plus forte de la ressource, des changements sont possibles. La durabilité et les attentes en termes de durabilité des marchés, en particulier en Europe, ne portent pas que sur l'environnemental, mais aussi sur le social. On a pour le moment la problématique de la due diligence. Les Allemands vont plus loin avec le Lieferkettengesetz, où là, on essaye carrément de mettre en place des niveaux de salaire minimaux dans certaines filières. Donc ça, c'est à observer. Et toute la problématique qui est encore en cours aujourd'hui autour de l'affichage environnemental, c'est-à-dire de donner au consommateur, comme on lui donne des informations sur les données nutritionnelles, lui donner des informations sur les données en termes de durabilité. Autre mouvement aussi que l'on observe par rapport aux attentes produits sur certains marchés, c'est la montée en puissance de ce qu'on pourrait appeler une citriculture un peu low cost. Concrètement, alors c'est peut-être un peu caricatural, mais je pense que c'est malgré tout intéressant. Globalement, on a deux grands modèles de citriculture. Une citriculture très orientée sur la qualité, avec une large gamme, avec des niveaux de certification élevés, avec des niveaux de segmentation de gamme qui sont importants, qui sont portés notamment comme des pays, bien sûr, comme l'Espagne, le Maroc, l'Italie et Israël. On voit que, si l'on regarde la courbe bleue, les exportations de ces fournisseurs avec ce type de production ont plutôt tendance à baisser. En revanche, qu'est-ce que l'on observe? C'est que ceux qui sont plutôt orientés prix, à savoir notamment la Turquie et l'Égypte, qui n'ont pas la même gamme en termes de produits, qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de certification, pour lesquels la segmentation est beaucoup plus limitée, eux ont fortement monté en puissance. 1,5 million de tonnes gagnées ces dernières années, et pas seulement sur les marchés que l'on pourrait imaginer, à savoir les marchés low cost, par exemple l'Europe de l'Est, mais vous le voyez aussi dans l'Union européenne. Égypte, plus 400 000 tonnes, Turquie, plus 50 000 tonnes. Et ça, ce n'est pas uniquement lié à ce qui se passe en amont, mais c'est aussi lié à ce qui se passe en aval, puisque ces évolutions, elles sont très cohérentes avec des mouvements de fond que l'on a aussi en aval dans l'Union européenne, la montée du hard discount, avec notamment un hard discount qui représente en gros 20% des achats en moyenne dans l'Union européenne, jusqu'à 40% en Allemagne, un pouvoir d'achat qui est aussi à la baisse dans certains pays de consommation. On est confronté à une crise dans l'Union européenne. Un autre point aussi qui est important et qui est favorable à cette montée en puissance de nouveaux acteurs, c'est la financiarisation du secteur au niveau de l'import. Auparavant, on a historiquement toujours eu des Espagnols qui étaient évidemment très en pointe sur la distribution d'agrumes en Europe. Aujourd'hui, une part des sociétés espagnoles qui assurent la distribution d'agrumes ont changé de fonds familiaux à des fonds d'investissement. C'est aujourd'hui 25% du marché espagnol des agrumes qui est détenu par 5 fonds d'investissement. Et le credo de ces fonds d'investissement, quel est-il? De défendre la production espagnole? Certainement pas. Il est évidemment la dernière ligne du bilan et donc de faire au maximum de l'argent. Et évidemment, on fait plus d'argent avec de l'orange égyptienne qu'avec de l'orange espagnole. Quel impact aura ce nouveau modèle de consommation sur le long terme? Parce que dans un contexte où, on l'a vu, la consommation est relativement stable, voire déclinante, proposer aux consommateurs des produits qui sont moins disants au niveau organoleptique peut la rendre encore plus fragile. Un autre point qui me paraît très important au niveau des challenges communs, c'est la problématique de la promotion. Malheureusement, la filière citricole reste encore totalement absente des problématiques de promotion. Il n'y a pas d'initiatives réelles qui ont été mises en place sur nos familles de produits, alors que, vous le voyez notamment sur les volumes échangés en avocat, la promotion dans l'univers des fruits et légumes, c'est possible et ça paye. Regardez la dynamique de croissance de l'avocat, même si elle est un petit peu faiblie. On était à 200 000 tonnes de croissance par an entre 2014-2015 et 2020-2021, et on est dans un contexte de baisse de production lié là aussi au changement climatique à 90 000 tonnes. Mais on garde évidemment une dynamique de croissance qui est spectaculaire. Pourquoi ?
parce que les opérateurs se sont donné les moyens de développer le marché. Comment développer le marché? Tout d'abord en collectant un budget autour d'une taxe parafiscale qui est obligatoire aux États-Unis, un petit rien puisqu'on parle de 5 centimes de dollars par kilo commercialisé. Mais au bout du compte, au vu des quantités commercialisées, on arrive à des budgets colossaux de promotion pour notre univers fruits et légumes qui sont de l'ordre de 70 à 80 millions de dollars. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que beaucoup d'opérateurs ne veulent pas investir dans la promotion en disant « je suis exportateur israélien, si j'investis dans la promotion, ça va profiter aux Espagnols et à tout le monde ». Le système de redistribution mis en place par les Américains du HAB est particulièrement intéressant puisque seuls 15% est utilisé pour la promotion générique et 85% pour la promotion de l'origine concernée, avec un levier en termes d'argument promotion qui est juste extrêmement efficace et qui est évidemment les atouts santé. L'Europe est en train de copier un peu ce modèle en avocat avec la World Avocado Organization, mais il est aujourd'hui beaucoup moins puissant puisque la contribution n'est pas obligatoire. Et je crois que sur les agrumes, on peut réellement mettre une campagne similaire en place, parce que là aussi, on a des arguments santé qui nous permettraient de faire une promotion, je pense, particulièrement percutante. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il n'y a pas de volonté des professionnels de la filière, et j'espère effectivement qu'au niveau de la World Citrus Organization, on pourra donner une impulsion pour aller dans cette direction. Je crois que c'est plus aujourd'hui une question de savoir si on fait de la promotion ou pas, parce que face à nos agrumes frais, on a des produits qui sont hyper concurrents, avec notamment une concurrence liée à des coûts d'achat qui sont relativement limités, regardez le prix d'un yaourt, et aussi à des produits qui sont hyper pratiques. Et ça, aujourd'hui, je pense que la praticité, la convenience, comme disent les Anglais, est vraiment un atout clé pour pouvoir séduire un consommateur. Et on a notamment en face de nous, agrumes, encore une fois, une large gamme de produits de la famille des desserts, et on a des produits qui sont doublement concurrents, qui portent toutes les vertus de l'agrume, en étant beaucoup plus pratiques à consommer, comme par exemple le jus d'orange. Alors peut-être, et là c'est un peu en aparté, qu'une des solutions serait effectivement de rendre certains types d'agrumes plus convenient, avec toute la problématique autour des fresh cut citrus, qui sont au niveau technologique encore pas vraiment au point, mais je pense que c'est une option qui est envisagée. Voilà, on a fini un petit peu avec ces généralités autour des challenges et des opportunités du commerce mondial citricole. Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur les petits agrumes et sur les oranges. Tout d'abord, une slide où, quelque part, vous aurez tous les grands chiffres clés autour du marché des petits agrumes. Tout d'abord, les échanges mondiaux. Alors, vous le voyez, un graphique d'échanges mondiaux uniquement pour les petits agrumes de Méditerranée. Là-dedans, on n'a pas la Chine, le Pakistan et les États-Unis, ni évidemment les petits agrumes d'été. Pourquoi pas la Chine et le Pakistan et les États-Unis? Tout simplement parce que soit les volumes sont relativement limités, soit on s'adresse vraiment à des marchés différents. C'est le cas de la Chine. Là-dedans, sur ces 1,4 million, vous avez 1 million de tonnes de Chine qui sont destinées au marché d'Asie. Vous le voyez, un graphique qui n'est pas évident à lire. On a vraiment des mouvements assez complexes depuis 2019-2020 qui sont essentiellement liés à l'amont avec des accidents climatiques qui ont été fréquents et des mouvements aussi structurels à la baisse et ou à la hausse du verger. On en parlera un petit peu plus tard. Globalement, on a eu une tendance, on peut dire à la hausse jusqu'en 2021-2022 avec 2 accidents en 19-20 et en 20-21. Et ces dernières années, une situation un peu plus difficile à lire. Ce qui, malheureusement, n'est pas difficile à lire, c'est l'évolution des volumes commercialisés par pays exportateur. Et là, vous voyez clairement qu'on a 2 catégories d'origine. D'une part, des leaders historiques comme l'Espagne et malheureusement le Maroc, qui, pour le cas de l'Espagne, ont fortement baissé. Regardez l'évolution des exportations espagnoles. On est passé d'1 500 000 tonnes à 1 200 000 tonnes, 300 000 tonnes de perdus, lié en partie effectivement avec des arrachages qui ont été assez massifs, 15 000 hectares, toutes variétés confondues. Vous verrez tout à l'heure qu'en clémentine, c'est encore plus important. Et le Maroc, donc la courbe verte, vous le voyez, globalement stabilisé autour de 400 à 600 000 tonnes. En revanche, on voit des mouvements d'ampleur absolument spectaculaires, d'une part de la part de la Turquie, 20 000 hectares plantés depuis 2017. Vous le voyez, c'est la courbe rouge, une explosion des volumes de 600 000 tonnes à plus d'1 million de tonnes et
une émergence sur le marché des petits agrumes d'une nouvelle origine, on peut dire. C'est la courbe marron, c'est l'Égypte, et vous le voyez, là on a affaire à une croissance qui est très nette. Au niveau des grands marchés mondiaux pour ces agrumes de Méditerranée, vous le voyez, on a en gros deux marchés qui se détachent vraiment. L'Union européenne, avec une stabilité autour de 1,7 million, 1,8 million, jusque ces deux dernières campagnes où là encore on a des accidents climatiques, donc c'est difficile à interpréter. Mais globalement, on a une tendance de consommation qui est plutôt baissière en France, en Allemagne et en Scandinavie, une meilleure résistance du marché anglais. Sur l'Europe de l'Est, vous le voyez, une claire croissance jusqu'en 2021-2022, avec a priori une Russie qui continue de consommer de plus en plus de petits agrumes, qui est plus que jamais le premier marché des petits agrumes au monde. J'utilise le conditionnel parce que depuis le début des hostilités, la Russie n'émet plus de chiffres douaniers, donc on est obligé de les reconstituer à partir des pays qui exportent vers cette destination. Et l'Ukraine, elle, serait plutôt en baisse. Comme vous le voyez, sur le reste du monde, il y a réellement très peu de mouvements. On reste sur des marchés qui sont relativement limités en termes d'extension, autour de 200 000 tonnes pour ceux qui viennent immédiatement après les deux leaders, autour de 100 000 tonnes pour les autres, mais globalement assez peu de mouvements. Observons un petit peu le marché, j'ai envie de dire le marché roi aujourd'hui des petits agrumes, c'est celui des hybrides tardifs dans l'Union européenne. Comme vous le voyez sur ce graphique qui représente l'évolution du prix moyen de campagne stade import pour l'ensemble de la gamme des hybrides tardifs, c'est-à-dire je mets là-dedans les Tango, les Nadorcote, les Ori, c'est la courbe bleue, et les clémentines. Évidemment, vous le voyez, le différentiel de prix reste très significatif entre la gamme d'hybrides tardifs et la gamme de clémentines, en sachant qu'en plus, effectivement, pour certains hybrides tardifs, on a des rendements qui sont hors normes, et donc effectivement des productions qui restent rentables. En revanche, si l'on regarde un petit peu la tendance et l'évolution du différentiel de prix entre celui des hybrides tardifs et celui de la clémentine, vous le voyez, on a une claire tendance à la baisse. Concrètement, alors que le marché était encore, si on peut dire, juvénile pour les hybrides tardifs, on avait pratiquement un différentiel de 70%. Quand le marché a commencé à croître et qu'il est resté entre 300 et 600 000 tonnes, le différentiel était, lui, autour de 60%. Sur ces dernières années, avec des échanges qui ont atteint certaines campagnes 800 000 tonnes, le différentiel est tombé à 33%. Donc clairement, la tendance est baissière et malheureusement, elle risque fort de rester baissière dans les années à venir. Pourquoi ? Si on essaye d'analyser les plantations d'hybrides tardifs, là donc je n'ai pris uniquement que les variétés sous licence, pour les principaux pays qui nous intéressent, alors ce sont des estimations parce que les chiffres ne sont pas évidents à obtenir, mais globalement, on aurait autour de 19 000 hectares de Nadorcote, 4 000 de Tango, un peu plus de 6 000 d'Ori, c'est-à-dire que si l'on vient prendre des rendements moyens pour ces productions, un potentiel export qui pourrait être de l'ordre de 1,1 à 1,2 million de tonnes, contre autour de 700 000 tonnes exportées aujourd'hui. Donc vous le voyez, la croissance de l'offre en hybride tardif, elle n'a pas terminé sur l'hémisphère nord. Alors, j'ai peut-être refroidi un peu l'ambiance avec ces dernières nouvelles. Là, on va passer à des points qui sont un peu plus positifs et parler peut-être d'opportunités, notamment d'opportunités sur le marché européen. L'opportunité aujourd'hui, c'est peut-être ce qui plombait le marché hier. Concrètement, comme vous le voyez, si l'on analyse le marché de la clémentine, on a eu des arrachages qui ont été littéralement massifs en Espagne. Comme vous le voyez, l'Espagne a arraché pratiquement 30 000 hectares de clémentine, 25 000 hectares de clémentine entre 2003 et 2023. Et si vous regardez les replantations dans la communauté valencienne, c'est les seuls chiffres dont on dispose, on a eu réellement, en particulier sur les clémentines de saison, très très peu de replantations, en particulier, on va dire, à la fin de la dernière décennie. Et on a possiblement un changement de centre de gravité de marché qui se produit. C'est-à-dire qu'auparavant, la pression, elle était sur la période des clémentines Noulès, vous vous en souvenez. Aujourd'hui, on voit la pression qui monte fortement sur les hybrides tardifs et, à l'inverse, rappelez-vous la courbe des prix de clémentine, je peux vous la remettre peut-être. On voit des prix de la clémentine qui, eux, ont tendance à monter de manière très très forte. Est-ce que effectivement, on peut se poser la question, on n'aurait pas une tendance au revival de la clémentine dans les années qui viennent ?
C'est très possible. Je pense qu'il faut par contre être conscient du fait que la fenêtre de marché de la clémentine, ces prochaines années, n'est peut-être pas la même que celle que l'on avait auparavant. Pourquoi? Parce que l'on voit dans l'hémisphère sud une montée en pression aussi énorme des hybrides tardifs qui viennent quelque part empiéter sur les clémentines tardives, sur les clémentines précoces, méditerranéennes. Vous le voyez, sur l'hémisphère sud, j'ai fait à peu près le même travail que celui précédemment sur le bassin méditerranéen autour de Tango, autour des W. Murcott, Nadorcott et autour des Zori. On a pratiquement 33 000 hectares entre RSA, Pérou, Chili, Uruguay et Australie, c'est-à-dire possiblement un potentiel export qui pourrait être de l'ordre de 1,7 million de tonnes, soit 500 000 tonnes de plus qu'aujourd'hui. Et donc possiblement ce potentiel venir en partie sur la fenêtre de marché de septembre-octobre sur le marché communautaire. Autre opportunité peut-être aujourd'hui, c'est le marché super tardif des hybrides et des petits fruits. Vous voyez sur ce graphique qui représente l'évolution du prix hebdomadaire sur les 4 dernières campagnes, on a d'une manière assez régulière, pas systématique, mais assez régulière, une montée des prix intéressante à partir de la mi-février, qui est évidemment liée à une baisse de l'offre, et notamment une baisse de l'offre marocaine. Cette tendance pourrait s'amplifier avec le phénomène de déclémentinisation que j'évoquais précédemment, puisque la campagne de clémentine pourrait se terminer de plus en plus tôt. Il y aurait vraisemblablement effectivement un intérêt à prolonger la saison marocaine pour pouvoir bénéficier de ces excellents prix sur mars et avril. Maintenant, évidemment, on revient sur les problématiques dont on parlait ce matin, notamment autour de l'ouverture des stations de conditionnement sur la période de mars et d'avril, et donc quelque part d'effet de gamme et de relance évidemment des oranges tardives. Enfin, dernier point sur lequel je souhaitais communiquer sur ce marché européen en petits agrumes, c'est rappeler tout simplement que le marché tardif, lui aussi, il est segmenté, et que l'on a des prix qui n'ont rien à voir entre le Nadorcott, ce que vous voyez c'est le prix moyen Nadorcott Espagne-Maroc, et l'Ori. Là aussi, c'est le prix moyen Israël-Espagne. On reste sur des différentiels de prix qui sont de l'ordre de 25%, donc tout à fait intéressant. Il y a une place pour de nouveaux cultivars tardifs haut de gamme, et je pense que là aussi, comme ça a été clairement dit ce matin, la recherche variétale a un rôle à jouer pour continuer à développer de nouvelles variétés comme la Sweetcott. Un petit coup d'œil pour terminer sur les autres marchés mondiaux après avoir vu un peu l'Union européenne. Tout d'abord, le marché des États-Unis, avec a priori, comme vous le voyez, des opportunités qui sont particulièrement intéressantes. On est à 3,3 kg par capita de consommation aux États-Unis, là où dans l'Union européenne, vous le voyez, on est pratiquement à 1 kg on est supérieur de 1 kg. C'est, si vous multipliez par la population, un réservoir de consommation de près de 300 000 tonnes. Et le Maroc est en position de force, de quasi-monopole pendant la saison hivernale. Reste à voir évidemment les évolutions de la politique douanière, comme on en a parlé tout à l'heure, avec la mandature Trump. Toutefois, je pense qu'il faut rester aussi extrêmement vigilant et regarder ce qui se passe en termes de concurrence durant la saison d'hiver, non pas hors des frontières américaines, mais en Californie. Regardez l'évolution du verger californien ces dernières années, en particulier l'évolution du verger de Tango et de W. Murcott. Vous voyez une hausse exponentielle des surfaces. On a aujourd'hui une tendance à la stabilisation autour de 30 000 hectares, mais on peut largement imaginer que l'on a un potentiel aux États-Unis de l'ordre de 1,3 à 1,5 million de tonnes d'hybrides tardifs, là où aujourd'hui la production californienne, toutes variétés confondues, est de l'ordre d'1 million de tonnes. Donc là aussi, une montée forte de la concurrence interne aux États-Unis à prendre en considération. Et enfin, dernier point, en dehors des frontières européennes, là aussi, deux nouveaux pays qui passent à l'attaque. On l'a vu de manière assez brève tout à l'heure, vous le voyez, l'Égypte est passée de pratiquement rien, 40 000 tonnes, à 300 000 tonnes en 5 ans, en dédiant ses volumes essentiellement sur les marchés d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Aucune information sur les surfaces, malheureusement. Les tangos sous licence, pareil, peu d'informations. La Turquie, même mouvement, vous pouvez le voir. Là, on a des estimations, j'insiste bien sur le mot estimation, parce que ce sont simplement les stats officiels turcs. Vous le voyez sur la courbe rouge, un verger d'autres variétés qui sont essentiellement les variétés tardives, qui sont montées très fortement en puissance, plus de 40 000 hectares, 45 000. Et si l'on regarde les exportations
source douanière de la Turquie durant le premier trimestre et le deuxième trimestre, vous voyez qu'on est passé en très peu de temps, 4 ans, de 240 000 tonnes à plus de 400 000 tonnes en 2024. Donc la Turquie, elle aussi, effectivement, sort ses griffes, et sort ses griffes non plus seulement comme avant sur des variétés qui, quelque part, nous faisaient peu peur, comme les Satsuma ou autres, en début de saison, mais sur des variétés tardives. Je vous propose maintenant la même analyse sur le marché de l'orange, avec là un graphique qui est un peu plus facile à lire. Vous le voyez, une croissance qui a été relativement forte jusqu'en 2018-2019, suivi ensuite d'un mouvement de forte baisse, mais un marché qui semble s'être stabilisé ces dernières années entre 3,7 et 3,9 millions de tonnes. Là aussi, ce sont uniquement les volumes méditerranéens. Il faut considérer hors de ces frontières-là ce que fait les USA, la Chine et le Mexique. Mais là aussi, on parle de marchés bien spécifiques, Asie et Amérique du Nord. Au niveau des exportations par origine, là, malheureusement, on retrouve un petit peu le même schéma que celui que l'on avait sur les petits agrumes, à savoir 2 origines qui sont réellement ultra dominantes. L'Égypte, tout d'abord, et vous le voyez, l'Égypte, le mouvement exceptionnel de croissance des volumes, on a gagné 500 000 tonnes en l'espace de 2 ans. Premier exportateur mondial en 2023-2024 avec 1,9 million de tonnes exportées. En revanche, vous le voyez, l'Espagne, qui, après une période de stabilité, a fortement baissé aussi. Alors là aussi, il ne faut pas sous-estimer l'aspect conjoncturel de la baisse, lié à la problématique climatique dont on a déjà parlé, mais on a eu malgré tout de même, il faut le souligner, des arrachages qui ont été importants en Espagne entre la période 2010 et 2015, 14 000 hectares arrachés. Le bas de tableau, comme vous le voyez, malheureusement est relativement figé et on voit que le Maroc a totalement perdu le pied par rapport au marché de l'orange. Il est aujourd'hui dans les origines qui exportent encore des volumes significatifs en dernière position après la Grèce, après la Turquie, après l'Italie. Au niveau des exportations par marché, on a, vous le voyez, en orange, un grand marché pour les productions méditerranéennes qui est l'Union européenne à 27, avec un niveau de consommation de l'ordre de 6 kg à l'ouest, 4,4 kg en Europe de l'Est, et là aussi un marché, vous le voyez, qui est stabilisé. On avait, durant la fin de la dernière décennie, 2 moteurs de croissance qui étaient la courbe rouge, le Moyen-Orient, vous voyez le petit dôme, où on avait gagné pratiquement 300 000 tonnes entre 2013-2014 et 2015-2016. Ce moteur de croissance a flanché. Aujourd'hui, l'Asie est complètement stabilisé autour de volumes de l'ordre de 500 000 tonnes. Le deuxième moteur, c'était, je parlais du Moyen-Orient. Le deuxième moteur, c'était l'Asie. Là aussi, vous voyez le petit dôme sur la courbe grise autour de 2016-2017, 2015-2016. Là aussi, ce moteur ne s'est pas confirmé et on est revenu à des volumes relativement limités de l'ordre de 300 000 tonnes. Et sur les autres marchés, on reste sur des volumes qui sont pratiquement anecdotiques et qui, là aussi, ne montrent aucun signe de croissance. Si on regarde un petit peu maintenant la dynamique de croissance potentielle sur les années à venir au travers de l'évolution des surfaces de vergers des principaux acteurs de ce marché, vous voyez que l'Espagne, après les arrachages dont j'ai parlé, a repris un peu de poil de la bête, si on peut dire, avec certes une relative stabilité, mais qui cache en fait des mouvements importants de réjuvénilisation du verger. Vous le voyez notamment sur ce graphique qui représente les plantations de Valencia, la courbe bleue, les plantations de navelles tardives, la courbe verte. On a eu réellement un boom en Espagne, et donc quelque part aujourd'hui des vergers plus jeunes. Des surfaces qui sont stables ou en léger déclin pour toutes les origines intermédiaires. Et là encore, évidemment, vous voyez la courbe rouge, l'explosion des surfaces égyptiennes. Alors, je vous parlais du bémol par rapport à la qualité des statistiques turques, même chose par rapport aux statistiques égyptiennes. Je pense que personne n'a réellement la réalité des plantations égyptiennes. Le chiffre que je mentionne, c'est le seul existant, celui de l'USDA. Je crois que, de toute façon, même si effectivement il est peut-être approximatif, il dénote bien la tendance et la tendance à la forte croissance des exportations égyptiennes. Un dernier point, évidemment, dont on a parlé par rapport à l'orange, qui est la transformation. Alors, Kassem, bouge tes oreilles. Vous le voyez ?
Vous le voyez, effectivement, on a eu un mouvement qui est un mouvement spectaculaire autour d'un produit alimentaire en particulier. On est passé d'un marché qui a été stabilisé pendant des années autour de 2 000 $ la tonne à un marché qui est passé à pratiquement 7 000 $ et qui, même s'il est retombé ces tout derniers mois, reste à des niveaux qui sont complètement atypiques, autour de 4 500 à 5 000 $ la tonne. Cette problématique, cette montée, cette forte montée des prix, elle est liée à une problématique de production où on a en fait des phénomènes structurels et conjoncturels qui viennent se mêler. On a tout d'abord aujourd'hui la quasi-disparition de la Floride. Vous avez vu la courbe de production floridienne. Elle est pratiquement sortie du radar du fait du greening. On a une situation qui est multifactorielle au Brésil. Concrètement, on a un déficit qui était relativement structurel, mais relativement limité. On a eu une succession de petites récoltes brésiliennes qui ont fait fondre les stocks. Parce que, tout simplement, on a un verger brésilien qui est fortement impacté par le greening, mais qui, malgré tout, en termes de production, reste relativement sous contrôle. On a eu ensuite, l'année dernière, un coup de chaleur qui a été énorme dans la région de Sao Paulo et quelque part qui a mis le feu aux poudres et qui a provoqué une forte baisse de production dans ce contexte de stock qui a été limité. Que peut-il se passer sur les années à venir ? Difficile à dire, évidemment, mais globalement, mon sentiment est qu'à court-moyen terme, on pourrait continuer à avoir des prix qui baissent légèrement, comme ils ont déjà amorcé de le faire, mais un marché qui reste attractif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on reste sur des niveaux de stock qui sont extrêmement faibles. Vous le voyez sur la courbe. Il faut reconstituer ces stocks. Par ailleurs, en termes de production, il n'y a pas réellement de game changer d'envergure pour le moment. On a parlé de ce qui se passe en Égypte, mais pour le moment, ça reste au jour d'aujourd'hui avec un impact relativement limité. Par contre, effectivement, sur le moyen terme, on peut se poser la question d'un retour à la pression sur ce marché. Pourquoi ? Pour deux raisons. Une raison liée à l'aval. Il ne faut pas l'oublier, on est sur une tendance structurelle à la baisse de la consommation de jus d'orange, en particulier sur le marché des États-Unis, qui est le premier marché mondial. Là-bas, le jus d'orange n'est plus vu comme un produit santé parce qu'il est sucré et parce que l'on a sur ce marché une part importante des consommateurs qui sont affectés par des problèmes de diabète notamment. De l'autre côté, sur le côté amont, on a possiblement un retour à une production mondiale plus large. Au Brésil, on commence à voir des mouvements de migration de la citrus belt vers le nord, dans une zone où la pression du greening est inférieure. Par ailleurs, il n'y a aujourd'hui pas de parade contre le greening. En revanche, il y a un cocktail de solutions pour avoir une meilleure prévention par rapport aux cils, pour renforcer un peu plus longtemps les arbres et maintenir une meilleure production. Et puis, sur le moyen terme, on peut aussi effectivement penser que de nouveaux acteurs vont arriver, avec notamment les ambitions de l'Égypte. Donc je pense qu'il faut être particulièrement prudent sur le marché du jus d'orange, sur le moyen terme, long terme. Voilà, juste pour terminer, quelques tendances générales et une petite synthèse. Les mots-clés que j'ai essayé de mettre en avant, c'était le mot-clé incertain, vous l'avez compris, on a une multiplication des problématiques politiques et climatiques. Et dans ce contexte, évidemment, l'information devient un facteur clé parce qu'il faut pouvoir ensuite s'adapter très rapidement à ce nouveau contexte pour rebondir ou saisir les opportunités. Donc l'agilité, à mon avis, est un mot-clé qui est particulièrement important. L'autre point important de cette présentation, je pense, c'est que, vous l'avez vu, le potentiel de croissance sur petits agrumes, sur orange, il est particulièrement limité. On n'a pas de dynamique de croissance naturelle en orange et on a en petits agrumes, où il reste peut-être encore un peu de croissance, des fortes hausses de production à attendre. Donc l'autre mot-clé, évidemment, c'est la compétitivité. Mais je pense que pour autant, le Maroc a de nombreux atouts dans ce contexte. Pourquoi ? Sur les aspects agilité, je pense que le Maroc a une large base de produits et de marchés clients, une expérience et une filière organisée. Je détaille un peu, je pense qu'au Maroc, vous avez la capacité à vous adapter à de nouveaux contextes de marché grâce à votre portefeuille actif de pays clients. Marché local, export plus marché local. Votre large gamme variétale en petits agrumes en orange et votre expérience au niveau transport et au niveau export, que ce soit sur l'export de proximité ou l'export lointain.
Une réactivité aussi, et je pense que l'Assemblée que l'on a aujourd'hui le prouve, vous avez une filière qui est structurée, vivante et interconnectée, avec des associations et des organisations à tous les maillons de la filière. Et vous avez une filière qui est longue aussi, on l'a vu ce matin, avec notamment la recherche qui participe, qui est vraiment partie prenante au niveau de votre filière. Sur la compétitivité, je pense que vous avez un modèle de citriculture haut de gamme qui peut être optimisé en renforçant les services, en renforçant vos atouts naturels en termes de coût de revient. Vos atouts en termes de savoir-faire, terroir, coût de main-d'œuvre, peut-être à compléter par une rationalisation du conditionnement et de la logistique, peut-être aussi à compléter par rapport aux services clients dans les zones de consommation via des plateformes de stockage, de conditionnement à façon et peut-être en mutualisant les coûts. Et enfin, pour terminer, parce que je pense que c'est important, c'est un défi commun, pas seulement à vous, citriculteurs marocains, mais à tous les citriculteurs qui sont engagés sur les grands marchés mondiaux. Le mot-clé, j'ai oublié le mot-clé d'innovation, on en a parlé. Et donc évidemment, la promotion, ça je pense que c'est vraiment un défi commun et qu'il faut réellement se poser la question. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à nous retrouver dans nos différents supports, le magazine Fruitrop et un nouveau produit que l'on a sorti qui sont des notes d'information hebdomadaires sur le marché européen. Merci de votre attention.